Allô? Ok, donc je vais recommencer ça avec le micro d'allumé. Ça commence super bien. Donc, oui, en bougeant en fait mon clavier, j'ai appuyé sur le bouton qui permettait de couper le micro. Donc forcément, j'ai parlé dans le vide là pendant 5 minutes. Donc, donc on recommence. Donc, ce que je disais. Donc, on va recommencer. Donc, on se retrouve ce soir. Donc, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve donc ce soir sur Eve Online. Et ce soir, on va se concentrer sur la partie industrielle du jeu. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas trop de quoi on va parler ce soir, parce qu'ils ne connaissent pas du tout EVE Online, je vous invite à regarder ce live quand même. Mais si vous avez des points d'ombre sur le concept même du jeu, j'avais fait un live de 4 heures il y a quelques mois et j'ai linké, et je pourrais vous le relinker dans le chat à la fin du live, euh, un replay en fait de ces 4 heures où j'explique globalement ce qu'est le jeu et je survole beaucoup de concepts au cours de ces 4 heures qui vous permettent d'avoir une idée globale de ce qu'est le jeu. Je vais pas repasser sur tous ces concepts parce que sinon, bah, on a... Non, j'avais fait qu'un seul live, mais il avait duré 4 heures, donc il avait duré très longtemps. Je vais pas repasser sur tous ces concepts parce que sinon on n'aura pas le temps. Surtout que ce soir, normalement, je voulais faire la présentation de l'industrie en 1 heure, mais par sécurité, j'ai programmé 2 heures au cas où. Euh, on ne sait jamais, ça pouvait dépasser un peu. Donc, au pire, si vous avez vraiment des questions qui vous semblent pas vraiment liées à l'industrie, si elles sont liées à l'industrie, posez-les directement. Je me ferai un plaisir d'y répondre au fil de l'eau. Mais sinon, n'hésitez pas à les garder dans un coin de votre tête et on aura certainement du temps pour des questions un peu plus généralistes à la fin. Donc voilà. Euh, mais sinon, si je repassais sur tous les concepts, on aurait besoin d'un live de 6 heures et c'est pas possible. Donc, ce soir, ce que je me propose, c'est que comme la partie, on va dire, industrie de Eve est très très développée, très complexe, on va faire ça en plusieurs étapes. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Eve Online, l'intégralité de ce que vous utilisez, que ce soit les vaisseaux, les modules, tout en fait, va être créé par les joueurs. Du coup, euh, le jeu vit au rythme de son industrie. Il faut absolument des joueurs qui créent les choses pour qu'elles soient utilisées et pour qu'ensuite elles puissent être détruites. De la même façon, il faut absolument que cette industrie soit un poil complexe pour les trucs, pour les objets les plus puissants, puisque si vous pouvez créer tout et n'importe quoi en quelques minutes et qu'au final, bah, le perdre n'aura pas d'impact, et dans ce cas-là, vous perdez tout l'aspect punitif du jeu, qui est quand même l'un de ses points centraux. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au fil de la soirée, on va essayer de créer quelque chose d'assez facile au début, puis ensuite, on va essayer de monter en complexité et comme ça nous permettra de découvrir les différents aspects de l'industrie tels qu'un joueur débutant, entre guillemets, les découvrirait au fur et à mesure de son évolution. Donc dans un premier temps, et ça c'est ce que vous avez vu quand j'avais le micro de coupé, hein, parce que c'était toujours très fun, je vous propose de créer des missiles. Donc les missiles, comme tout objet qu'on va créer en jeu, pour les créer, on a besoin de ce qu'on appelle un BPO, un blueprint original. Un blueprint copy peut faire l'affaire aussi, mais en général, on prend un blueprint original quand il est disponible et on va créer l'objet. Donc le blueprint, c'est tout simplement un schéma de conception, grosso modo. C'est l'objet qui va vous expliquer comment créer l'objet que vous voulez. Voilà. Et c'est surtout, sans ce blueprint, en fait, vous ne pouvez pas lancer la création. C'est comme en fait, c'est une recette de craft, sauf que dans Eve Online, on ne parle pas de craft parce que c'est vraiment une chaîne industrielle qui permet d'aboutir au produit final. Donc pour commencer, on va aller voir ce qu'il nous faut pour créer ces missiles. Les missiles, c'est très simple. C'est une bête munition pour des lance-missiles qui vont être des modules qu'on équipe sur certains vaisseaux. Donc, si on regarde le blueprint, on a plusieurs informations. Tout d'abord,
on a le nom du blueprint. Donc là, en l'occurrence, on va créer des Mjolnir Cruise Missiles, qui sont en fait des missiles avec un type de dégâts bien spécifique. On a ici quelque chose sur lequel on reviendra plus tard. C'est tout le système de recherche. Vous pouvez en fait rechercher vos blueprints pour les améliorer. C'est-à-dire qu'à terme, ils prendront moins de temps pour faire la même chose et ils vous prendront aussi potentiellement moins de ressources pour faire la même chose. On y reviendra, c'est dans un premier temps, c'est pas très important. Et ensuite, on a toutes les informations relatives au craft lui-même, c'est-à-dire au lancement de la conception de l'objet. On a le temps que va nous prendre la création d'une run, d'un run de l'objet. Donc en gros, une fois, lancer le craft une fois nous prendra ici 15 minutes. On aura le résultat pour un run, c'est-à-dire toutes les 15 minutes, on est capable de créer 100 Mjolnir Cruise Missiles. On a besoin du skill Industrie level 1, chose qui est donnée, il me semble, à tous les nouveaux personnages maintenant. Et ensuite, on aura besoin de plusieurs minerais, qui sont 2776 de tritanium, 425 de pierrite et 62 de mexalon, auxquels viendront s'ajouter 4 de zydrine qu'on achètera pour éviter d'aller avoir à les récupérer. Donc pour ce faire, on a deux choix. Les matières premières, comme dans tout jeu, vous pouvez aller dans le marché et les acheter. Très simple, vous ouvrez le marché quand il voudra se créer, voilà. Donc vous ouvrez le marché, vous allez dans les matériaux, vous regardez les minéraux, et ici vous voyez qu'il y a tous les minéraux dont on a besoin qui ressortent, notamment le tritanium, la pierrite, la zydrine, etc., etc. On peut en acheter. Mais, puisque ici ce qui va nous intéresser, c'est déjà de vous faire découvrir ce que c'est que comment on fait pour créer un objet de toute pièce. C'est là qu'intervient une des activités qui a fait la réputation de Eve comme étant un jeu qui vous demande de ne plus avoir de vie et comme étant un jeu qui est dynamique tel un panda. Hein, voilà. C'est le minage. Alors le minage, ça se fait avec des vaisseaux qui sont dédiés, qu'on appelle soit des frégates, des barges de minage ou des exhumeurs. Et ce sont des vaisseaux qui ne servent qu'à ça. Ils ne font que du minage et par contre ils le font bien. Donc ce que je vous propose c'est déjà d'aller voir et je vais vous expliquer comment on fait pour miner. Donc comment repérer une ceinture d'astéroïdes, aller miner les astéroïdes et comment on va faire pour obtenir ces fameux minéraux à partir des astéroïdes. Donc on prend ici une barge de minage, tout ce qu'il y a de plus classique, et on va aller se rendre sur une ceinture d'astéroïdes. Donc, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, l'overview étant le centre névralgique du jeu, vous pouvez en fait tout simplement, si vous avez la possibilité, afficher en fait ces ceintures d'astéroïdes dans l'overview et warper dessus. Si jamais elles ne sont pas affichées, le plus simple étant d'aller dans les options de l'overview, d'aller dans l'étape preset, choisir un des tableaux et venir ici. Donc vous activez tous les astéroïdes ici et ensuite, parce que ça ne vous permettra que de voir les astéroïdes dedans, ils sont, alors il faut que j'arrive à la... Hop, ici, on peut voir. Bon, là il n'y en a pas, mais sinon ça apparaîtra ici en tant que Cosmic Anomaly. Et vous verrez que ça a un nom de ceinture d'astéroïdes, tout simplement. Donc là, nous, on va se rendre dans la ceinture d'astéroïdes la plus proche. On va warper à 0. Et on va aller voir ce qui se passe dans cette petite ceinture d'astéroïdes. Donc, j'ai lancé plusieurs comptes parce qu'on aura à switcher de personnage très rapidement. Donc, pour vous éviter les temps de chargement entre plusieurs comptes, je les ai déjà préchargés. Et c'est pas impossible que des fois, vu que certaines choses peuvent mettre un peu de temps à se créer, comme on a vu, les missiles par exemple vont mettre 15 minutes à se créer, on fasse autre chose et on revienne sur un concept qu'on est en train d'expliquer un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Donc on se rend dans cette ceinture d'astéroïdes et on voit plein d'astéroïdes de partout, c'est la fête. Euh, Qu'est-ce qu'on doit miner? Bah, en fait, là, c'est un peu le moment où on se dit, c'est un peu le moment où on se dit, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, s'il vous plaît, aidez-moi. Euh, En fait, il n'y a pas besoin de se creuser trop la tête. Chaque astéroïde va avoir en fait son petit ratio. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est tout simplement regarder les infos et vous verrez en fait la description des minéraux qui sont contenus dans les différents astéroïdes que vous pouvez miner. Alors, on a regardé la kernite, on a regardé le pyroxère, etc. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un peu de kernite, un peu de pyroxère et un peu de scordite, auquel on viendra ajouter en dernier lieu un peu de Velspar. Donc, vu que tout ça, ça va prendre un peu de temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à miner et on va switcher sur autre chose en attendant. Alors, hop, donc là, bien évidemment, le vaisseau se déplace à la vitesse d'un escargot en grute. Donc du coup, on va essayer de faire quelque chose du style, hop, aller par là-bas, prendre de la kernite ici. Voilà, c'est parfait, il n'est pas trop loin. On va, on va viser celui-là avec aussi. Ouais, ça devrait le faire. Celui-là, sinon de toute façon, il y en aura. Voilà, c'est parfait. Celui-là, il est mieux. Il est mieux placé. Donc, merde. Hop, unlock target. Donc là, j'ai tout simplement visé les 4 astéroïdes qu'on va miner. Je vais mettre à miner. Donc en fait, pour miner, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un vaisseau de minage. Ce vaisseau de minage, il va utiliser des modules spécifiques. Ici, des Strip Miner Tech 1, c'est un vaisseau de minage très classique, typique débutant en fait. Ça va vous permettre de miner des grosses quantités, de stocker des grosses quantités, vous évitez certains allers-retours. Vous n'avez besoin que de ça. Le reste du feed est presque optionnel. En tant que pur débutant, par contre, vous n'aurez pas accès à ce vaisseau-là, même si vous pouvez y avoir accès en moins d'une semaine. Vous aurez accès à un vaisseau qui est, hop, je fais un peu de rangement au passage, qui est celui-là, donc le Venture, qui est tout simplement une petite frégate de minage, voilà, et qui utilisera ce qu'on appelle des miners, donc pas les street miners, mais les miners, qui sont en fait des lasers de minage, hop, qui sont tout simplement ces trucs-là. Voilà. C'est un laser de minage, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Hop, vous en mettez 2 sur votre Venture et ça passe tout seul. Voilà. Ensuite, bah, il vous suffit de viser les différents astéroïdes que vous voulez miner et d'activer vos modules pour extraire le minerai. Et vous avez des lasers comme ça qui partent, qui vont cycler et à la fin du cycle, vous aurez obtenu du minerai. Ce minerai va être brut et il va falloir aller le raffiner. Donc comme je vous ai dit, un cycle de minage, là on va en faire un ou deux par minerai, ça va prendre un peu de temps. Du coup, ça risque de prendre un peu plus de 10 minutes, donc on va switcher sur un autre concept. Enfin, on va switcher pour essayer de vous expliquer un autre concept. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher de personnage. Donc, bien évidemment, ici, ça c'est coupé, histoire qu'on soit bien dans les choux. Donc, hop, what? Alors ça, c'est la meilleure. Bon, bien évidemment, j'avais prévu de faire quelque chose qui soit classe et ils m'ont tout foiré. Ils m'ont tout foiré mon truc. Hop, voilà. Bon, ouais, parce que visiblement ils ont décidé, euh, visiblement ils avaient décidé de ne pas me permettre de faire ce que je voulais faire, hein.
Voilà. Donc, ici, nous sommes sur un tout autre personnage. Alors, bien sûr, vous entendez toujours le son du même personnage derrière parce que j'ai pas activé les 4 sons en même temps, hein. Sinon, c'est horrible au niveau des oreilles. Enfin, encore si vous entendez le son parce qu'il est assez bas, donc c'est même pas sûr que vous l'entendiez. Donc là, sur le premier personnage, nous sommes en train de tester la façon de produire des biens la plus classique. On mine des astéroïdes, on transforme ces astéroïdes en minerais, et ce minerai, on va l'utiliser pour créer des choses, plein de choses. Il existe une autre partie à l'industrie qui est l'interaction planétaire. En fait, l'interaction planétaire, qu'est-ce que c'est? Ça vise à positionner des colonies sur certaines planètes et à en extraire les ressources, puis à transformer ces ressources en composants pour l'industrie. L'interaction planétaire ne fournit jamais d'équipement final. Elle ne fournit que des équipements, des composants, en fait. Toutefois, comme c'est quelque chose qui va prendre environ une dizaine de minutes à vous être expliqué et que on a justement une dizaine de minutes à tuer pendant que c'est en train de miner de l'autre côté, eh ben on va le faire tout de suite. Donc, pour faire de l'interaction planétaire, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, vous allez avoir besoin de skills spécifiques. Tous ces skills, ils peuvent se trouver. J'en ai pas parlé pour le minage parce qu'en fait les skills vous les avez déjà pour miner avec le premier vaisseau, mais ici vous ne les aurez pas. Vous allez être obligé de les apprendre. Ce personnage n'est pas très skillé en interaction planétaire, mais ça suffira dans le cadre de ce qu'on veut faire euh, comme présentation aujourd'hui. Ils vont se trouver tout simplement dans Planet Management, donc en gros administration des planètes, et ça va vous permettre plusieurs choses. Vous allez avoir planétologie et advanced planétologie que je n'ai pas appris à ce personnage parce qu'il n'avait pas accès aux skills. Voilà, on passera. Planétologie et advanced planétologie vous permettront de scanner les planètes avec beaucoup plus de précision. Remote sensing va vous permettre d'administrer vos planètes à une certaine distance sans être dans le même système solaire. Command Center Upgrade vous permettra de faire des plus grosses colonies et Interplanetary Consolidations, lui, va vous permettre d'avoir plus de planètes en même temps. Coup de bol, c'était calculé quand même. J'ai fini il y a quelques semaines un niveau d'Interplanetary Consolidations et je n'ai pas posé de nouvelles colonies sur une planète, justement pour pouvoir vous montrer en live comment on fait ce soir. Donc, ce qui va nous intéresser dans un deuxième temps, c'est d'avoir ceci, un Command Center. C'est tout simplement le QG sur lequel va être basée votre colonie sur la planète. Il vous en faut un du type de planète sur lequel vous voulez poser une colonie. Les types de planètes sont assez simples. Vous allez avoir des planètes de type storm, de type plasma, magma, de type gaz, de type barène, de type tempéré, de type océanique, etc. Bref, un peu tout ce qui peut se trouver comme type de planète dans une galaxie, vous allez les retrouver ici. Et il existe un Command Center vendu par les PNJ. C'est un des rares objets qui est vendu directement par les PNJ et qui va vous permettre de poser une colonie sur chacune des planètes. Ici, vous voyez que c'est un Storm Command Center, donc nous allons bien évidemment poser notre colonie sur une planète de type Storm. Et en l'occurrence, pour rester dans le concept des missiles, on va créer sur cette planète du rocket fuel. Le rocket fuel, c'est tout simplement du carburant à missile qui servira pour... Je vais regarder de l'autre côté ce qui se passe. Ok, c'est n'importe quoi. Alors, comme je suis un gros malin, j'ai oublié de vider mon cargo sur le vaisseau de minage, donc il faut que j'aille le vider. On va continuer l'explication de l'autre côté en attendant. Donc oui, c'est du carburant qui servira à créer des roquettes de qualité supérieure plus tard. On verra comment on fait, puisque justement j'ai des blueprints, mais ça viendra un peu plus tard dans l'explication. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre un vaisseau de transport. Lui, ça doit être bon, je pense. Voilà. Nous allons y mettre le Command Center dedans. Nous en allons mettre un, parce qu'on en a besoin que d'un, donc ce serait dommage de les gâcher. Regardez, hop. On va ensuite se rendre sur place pour aller poser le Command Center sur la planète.
Donc, on va se rendre sur place, donc on bouge. Donc, vous voyez que les planètes, c'est tout simplement des gros trucs comme ça, et en fait, vous pouvez tout simplement les trouver. Vous cliquez ici, et vous allez sur Orbital Body, et en fait, vous avez la liste de toutes les planètes et de toutes les lunes. Vous voyez que ici, dans le système où on est, il y a déjà une planète de type Storm, celle-ci, mais en fait, on y a déjà posé une colonie, et vous ne pouvez pas poser deux colonies sur la même planète. Du coup, je suis obligé de me déplacer un peu pour aller vous montrer le placement de cette colonie. Donc l'interaction planétaire est assez simple en soi. Euh, c'est comme un mini jeu de gestion de flux entre l'extraction et la transformation des matières que vous extrayez. Euh, Si on vous explique pas, ça peut vite partir en cacahuète parce que des fois c'est un peu mal expliqué dans le jeu. Enfin, moi je trouve que c'est mal expliqué. Mais en soi, c'est une fois qu'on vous a expliqué, c'est d'une simplicité extrême. Donc, on va se déplacer. Donc là, on se rend A au B. Donc là, hop, hop. Voilà. Donc dans un système solaire où il y a encore une planète de type Storm, qui celle-ci, on ne l'a pas colonisée, donc on va pouvoir y poser un Command Center. Oh, et les ah bah, le jeu est très joli et Noro et les musiques, je les trouve sublimes en soi. Je les trouve vraiment sympas derrière. Donc voilà, donc nous sommes arrivés là où nous voulons placer là où nous voulons placer une colonie. Et donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement ouvrir le mode planète de la planète en question. Donc pour ce faire, je me rends dans Orbital Bodies, je clique droit et je fais View in Planet Mode. C'est tout simple, il n'y a pas à se poser de questions. Je ferme et donc là, j'ai la possibilité, si j'en ai envie, de coloniser cette planète. Qu'est-ce qui va m'intéresser dessus? En fait, sur chaque planète, vous allez trouver 5 ressources. 5. Ces ressources, elles vont être présentes dans des quantités variables et ces quantités sont représentées par les barres que vous voyez ici. Nous, ce qui va nous intéresser, en l'occurrence pour faire ce qu'on veut, c'est Ionic Solution et Suspended Plasma, si ma mémoire est bonne. Et donc, si vous avez les skills adéquats, vous pouvez tout simplement cliquer sur une de ces ressources pour voir la répartition sur la planète. Vous avez ces tâches qui apparaissent et ça vous dit là où il y a cette ressource plus ou moins concentrée. Le Ionic Solution étant beaucoup plus concentré, mais à beaucoup moins d'endroits sur les planètes de type Storm, vous allez voir des grosses taches rouges, voire blanches quand c'est très concentré. Et du coup, vous pouvez vous baser là-dessus pour essayer de placer votre command center, puis votre future colonie. Donc là, en l'occurrence, nous, on va essayer de placer le command center par ici. Donc, je viens ici sur command center et je me contente de placer le command center. Ensuite, je fais submit et ça me permet tout simplement de valider le fait que j'ai colonisé cette planète. Bonjour Darkseid. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rentrer à l'abri parce que, mis à part cette action-là qui doit être faite depuis l'espace, l'intégralité du reste de la mise en place d'une colonie peut être faite directement depuis une station. On peut aller même, on peut se poser dans le Captain's Quarter et faire tout ça de l'extérieur. Voilà, vous aurez le droit à une super vue si ça veut bien changer. Ça ne veut pas changer, c'est un truc de fou. Voilà, vous avez le droit à une super vue depuis le Captain's Quarter. Mais voilà.
Donc ça me donne l'occasion de vous montrer le Captain Quarter, qui est une figure complètement inutile, donc forcément indispensable du jeu, hein, bien évidemment. Voilà, vous ne pouvez que marcher, hein, parce que dans Evenline, les gens ne sont pas pressés. Evenline est un jeu qui vous apprend la patience, mais vous pouvez quand même vous y poser comme ça, tranquillement, et venir faire joujou dans votre canapé, parce qu'on passe pas assez de temps dans notre canapé dans la vie, donc du coup on peut s'y asseoir aussi dans Evenline. Donc voilà. Bref, ce n'est pas ça qui va nous intéresser, ce qui nous intéresse c'est de poser cette foutue colonie. Donc on va faire clic droit, View in Planet Mode, comme je l'ai dit, et là vous voyez qu'on se met directement sur le Command Center. Donc le Command Center c'est le centre névralgique de votre nouvelle colonie, et de ce fait vous allez avoir besoin euh, de l'améliorer. En fait, votre Command Center c'est comme un vaisseau. Il a une plage de CPU et une plage de Power Grid. À chaque fois que vous allez rajouter des éléments dans votre colonie, ça va vous manger du CPU, du Power Grid, voire les deux, souvent les deux, tout le temps les deux en fait, il me semble. Et le seul moyen d'augmenter la limite de CPU et de Power Grid de votre colonie, c'est justement de l'améliorer. Donc pour ce faire, on va dans Upgrade. Là, on voit que comme j'ai pas le niveau avec ce personnage-là, je ne peux pas monter à 6, mais on va se contenter de monter à 5. Il y a un petit coup en ISK, mais on paye, on submit, et du coup, notre Command Center est de niveau 5. Il a une plage de CPU et de Power Grid beaucoup plus élevée, et du coup, on va pouvoir s'amuser à poser notre colonie. Donc, comme je vous le disais, notre colonie, elle attend avant tout donc du rocket fuel. Et le rocket fuel, ça se fait à base de Ionic Solutions et de Suspended Plasma. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est extraire ces deux éléments de la planète. Pour ce faire, on va avoir besoin d'extracteurs control unit, un pour chaque élément qu'on veut extraire. Donc, on va essayer d'extraire de la Ionic Solution. Donc, on va placer l'extracteur par ici. Vous voyez qu'il y a une zone qui est plus noire que le reste. C'est la zone sur laquelle vous allez pouvoir extraire. Et on va placer un extracteur pour le Suspended Plasma qui lui est beaucoup moins concentré. Et donc, on va tout simplement le caler là où on peut, par là. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc, on va submit. Maintenant, nos extracteurs, ils sont placés, mais ils extraient rien du tout en fait. C'est-à-dire que si on laissait comme ça, il ne se passerait rien sur notre planète, la colonie rapporterait rien du tout, et en fait, elle ferait rien du tout. Ce qu'on va devoir leur dire, c'est déjà quoi extraire. Donc en l'occurrence, ici, on va dire que cet extracteur-là extrait du suspended plasma. Et on va devoir ensuite installer des têtes d'extraction. Ces têtes d'extraction, on va pouvoir les baser sur un cycle d'extraction qui peut durer de 1 heure à 7 jours, si ma mémoire est bonne. On va tester ça 14 jours. Bien évidemment, plus votre cycle est long, plus la quantité extraite par heure est faible. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que si vous mettez un cycle de 2 jours par exemple, la quantité extraite le premier jour pour les deux cycles est la même. Par contre, plus vous avancez dans le temps, et en fait, plus la quantité extraite par cycle, qui dure chacun 15 minutes, est faible. Donc en fait, si vous mettez 15 jours, à la fin des 15 jours, vous extrayez que dalle, quoi. Donc pour ce faire, on va déplacer les têtes d'extraction jusqu'à obtenir la quantité voulue de minerais extraits. Ici, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire install programme. Nous, on va rajouter une petite quatrième tête d'extraction, histoire de dépasser les 20 000 unités extraites par heure. Vous voyez qu'ici, en fait, on a programme output, donc par heure, on en extrait 22 727, mais en fait, ça, c'est la valeur la plus faible possible. En fait, on va extraire un total de 545 456 unités de suspended plasma sur l'intégralité de la journée. Là, on met le programme et on installe le deuxième programme qui, lui, comme on l'a dit, va extraire des Ionic Solutions. Donc,
Cette fois, la Ionic Solutions étant beaucoup plus concentrée, on aura besoin de moins de têtes pour faire à peu près la même chose. Et du coup, on va se concentrer de 3 têtes et de les faire extraire sur une heure, une journée aussi. Voilà, donc on obtient à peu près la même quantité extraite par heure pour les deux, sauf que dans un cas comme dans l'autre, dans un cas on a 4 têtes d'extraction, dans l'autre on n'en a que 3. C'est pas grave, ça change pas grand chose. Ensuite, ces éléments, on va pas pouvoir les stocker dans les usines d'extraction. Donc en fait, on va avoir besoin de les mettre dans un élément de storage. Donc on va créer un petit storage au milieu. Et ce storage, on va le relier avec les usines. Pour créer ce petit lien, vous pouvez soit maintenir CTRL quand vous appuyez, puis relâcher CTRL et cliquer sur le truc, soit utiliser le Planetary Link pour créer des links. Comme ça, et après vous cliquez et cliquez, ça marche très bien. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a relié l'usine à l'élément de storage. Seulement, on lui a pas dit qu'on voulait, orienter la production de l'usine vers ce storage-là. On pourrait très bien relier cette usine à 3 storages différents. C'est tout à fait possible. Sauf que c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va tout simplement dire que ici, on produit des Ionic Solutions et qu'on veut les réorienter vers cette facility-là, vers ce storage-là. Et ici, quand on regarde, on a bien incoming des Ionic Solutions dans une quantité. On va faire exactement la même chose avec le suspended plasma. Et du coup, vous vous retrouvez avec des liens qui envoient des ressources vers ce storage-là. Pour l'instant, on extrait un produit brut. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de faire du rocket fuel. Ce rocket fuel, il va nous permettre de faire des crafts derrière, de créer des missiles très évolués, des missiles qui vont très bien se vendre. Du coup, on va devoir transformer ce Ionic Solutions et ce Suspended Plasma en autre chose. Pour ce faire, on va avoir besoin de processeurs. C'est tout simplement des usines qui vont nous permettre de transformer les objets. La première transformation va se faire à base de Basic Industry Facility qui va nous permettre de créer de transformer les éléments de base en une première réaction, en un élément un peu plus raffiné, dirons-nous. Donc pour ce faire, on va créer 4 usines, 2 pour chacun des éléments de base. Hop, on valide. On relie ces usines donc à l'élément de storage, puisqu'il va falloir orienter ce qui est produit dans ces usines vers ces usines de transformation là. Techniquement, on pourrait très bien envoyer directement la ressource récoltée dans les usines d'extraction vers les usines de raffinage. Toutefois, les cycles sont différents entre les usines de raffinage et les usines d'extraction. De plus, la quantité de ressources extraites, on l'a vu, peut être variable d'un quart d'heure sur l'autre, et toute ressource non consommée directement va être perdue. Et ça, c'est très dommageable parce que ça veut dire qu'une partie de votre extraction va être perdue en fait au cours des transferts lors de l'alimentation des usines de transformation. Le fait de mettre un buffer de stockage au milieu permet d'annuler en fait cette perte et donc de conserver l'intégralité de ce que vous extrayez. Ça peut aussi, si vous extrayez plus que vous ne consommez dans vos usines de transformation, euh, qu'il y ait des stocks suffisants de surplus, entre guillemets, si jamais vous êtes en retard de quelques heures pour relancer votre cycle, euh, ça va vous permettre de continuer à faire tourner vos usines, même de transformation, même quand vos usines d'extraction ne sont plus en marche, n'extraient plus rien. La suite, on va la trouver donc dans ces usines de transformation. Ces usines de transformation, en fait, on va y installer des schémas. En l'occurrence, nous, les schémas qui vont nous intéresser, c'est le plasmoïde pour le suspended plasma et l'électrolyte pour la Ionic Solutions. Donc l'électrolyte se trouve ici. On voit qu'en fait, il faut le cycle de transformation dure une demi-heure. Il lui faudra 3000 Ionic Solutions pour créer 20 électrolytes, ce qui va nous permettre d'obtenir 40 électrolytes par heure, à condition de pouvoir consommer 6000 Ionic Solutions. Donc on va installer
le schéma dans les deux usines ici. Seulement pour l'instant, on voit que on n'a rien en fait qui arrive quand je viens ici. Et donc la Ionic Solutions arrivera jamais dans ces usines. Et donc on ne pourra jamais créer d'électrolyte. Ce qu'il va falloir faire, c'est en fait rerouter la Ionic Solutions qui arrive dans le hangar de stockage vers les usines de transformation. Et pour ceci, on a juste à cliquer sur Ionic Solutions et à dire qu'on veut créer une route. Et dans ce cas-là, on se retrouve ici dans l'usine de transformation avec la Ionic Solutions qui arrivera au fur et à mesure qu'on en aura la possibilité. On va créer aussi une deuxième route pour alimenter la deuxième usine de transformation. De la même façon, on va pouvoir créer, donc installer le schéma du plasmoïde sur les deux autres usines et rerouter le suspendé de plasma vers ces usines. Hop, première usine et deuxième usine. Toutefois là, on n'a toujours pas ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était du rocket fuel. Et donc, on se doute bien, il va falloir les refaire réagir pour créer un autre objet en faisant réagir l'électrolyte et le plasmoïde ensemble. Pour ce faire, on va utiliser, alors ça c'est un choix de ma part, moi j'utilise un deuxième buffer de stockage. Celui-là n'est pas le plus utile du monde, mais je me dis que ça peut toujours servir dans un cas ou un autre. Donc en général, je l'installe et dans ce cas-là, je reroute la production en électrolyte vers ce buffer de stockage. L'avantage en fait de faire ceci, c'est que ça vous permet à terme de pouvoir rajouter des étapes d'usine au milieu des buffers de stockage très facilement. Ouch, j'ai failli faire n'importe quoi. Voilà, on reroute et on reroute. Donc là, on voit que dans cette usine-là, on a de l'électrolyte et du plasmoïde qui arrivent dans le hangar. On va devoir passer par des Advanced Industry Facilities pour transformer le plasmoïde et l'électrolyte en rocket fuel. Hop, je submit. Et donc on va installer ici le fameux schéma du rocket fuel, donc le carburant à roquette. On voit que par heure, il nous faut 40 plasmoïdes et 40 électrolytes pour produire 5 rocket fuel. On voit ici que chaque usine produit 20 par demi-heure, ce qui veut dire qu'une usine de transformation de, de tiers 1 peut alimenter une usine de transformation de tiers 2. Donc on va installer, c'est pour ça qu'on a installé deux usines de rocket fuel. Donc on installe les schémas de rocket fuel. Voilà. Seulement, encore une fois, on va devoir rerouter les éléments vers les usines, tout comme on l'a fait avant. Ah oui. Hop. Bien évidemment, si je ne crée pas les liens, je ne peux rien rerouter du tout, puisqu'une route, bien évidemment, utilise forcément un lien. Voilà, donc on reroute de l'électrolyte vers les deux usines, puis on reroute du plasmoïde vers les deux usines. Voilà, donc nos deux usines sont alimentées en rocket fuel. Ces deux usines vont créer du rocket fuel, et ensuite il va falloir qu'on le récupère. Sur Evenline, vous ne pouvez pas atterrir sur les planètes. Du coup, il va falloir jouer avec quelque chose qu'on appelle le Custom Office, qui en fait, donc je vais vous le montrer directement en jeu. Exit Planet Mode, oui. Hop. Donc, on va, je vais enlever le. Ok, bon, ça m'a fait ça. C'est pas grave. Ce qu'on va faire donc, c'est, hop. Donc, je vais vous montrer le Custom Office. Le Custom Office, en fait, c'est une interface entre la planète et l'espace. C'est aussi une sorte de bureau de douane, c'est-à-dire que tout ce que vous allez vouloir envoyer sur la planète va être taxé et tout ce que vous allez vouloir en retirer va être taxé.
Ceci doit rentrer en ligne de compte quand vous faites vos calculs de rentabilité sur votre industrie, ou même si vous faites de l'interaction planétaire, donc de l'extraction planétaire, uniquement dans un but de revendre les composants sans rien en faire derrière. Parce que bien évidemment, dans l'industrie de Eve, vous pouvez faire comme ce qu'on va faire là, c'est-à-dire tout faire à la suite, c'est-à-dire extraire le minerai, puis arriver avec, avec ce minerai, en créer quelque chose, etc., etc. Mais vous pouvez tout aussi bien revendre les composants à un moment où vous vous dites, bah, je ne veux pas faire la suite. Il y a des gens qui font de l'interaction planétaire et qui ne font rien avec leur interaction planétaire. Il y a des gens qui minent et qui ne font rien avec leur minerai. Ils vont le revendre aux autres et c'est ces autres gens qui vont créer des objets derrière. C'est pour ça qu'on parle d'industrie et non pas de craft, parce qu'il y a vraiment plusieurs étapes dans la production industrielle dans Eve. Donc le Custom Office, ça ressemble à cette grosse valise et en fait, vous avez juste à interagir avec pour obtenir une interface. Ici, c'est ce qu'il y a potentiellement sur votre planète. Ici, c'est ce qu'il y a dans le Custom Office. Et en fait, vous pouvez retirer ce qu'il y a dans le Custom Office pour le mettre dans votre vaisseau et arriver comme ça à récupérer ce qui vous intéresse. Toutefois, le Custom Office, tout ne peut pas y envoyer. Le Custom Office, il est dans l'espace. Donc en fait, il y a quelque chose qui va devoir faire le lien entre la surface de votre planète et le Custom Office. Cet élément, ça s'appelle un Launchpad. Et en fait, vous allez pouvoir le trouver ici. Alors bien évidemment, comme un gros clampin, je n'ai pas sauvegardé avant de quitter, donc il va falloir refaire les routes d'électrolyte ici. C'est la soirée clampinage chez moi. Hop, donc là on va submit, ça nous évitera. Et donc le Launchpad, ça se trouve tout simplement ici, donc Spaceport Storm Launchpad. Vous le mettez en fin de boucle. Vous créez un lien de chaque usine vers le Launchpad et vous reroutez la production dans le Launchpad. Et en fait, tout ce qui se trouve dans le Launchpad peut être envoyé dans le Custom Office. Voilà. Et donc là, si on quitte ici, là, notre colonie est prête. Là, elle est en train d'extraire des ressources. Ici, on voit qu'il y a un cycle qui est en train de se dérouler. La barre blanche représente un cycle. Ici, les usines sont en stand-by. C'est pour ça que le cercle blanc clignote. Mais au fur et à mesure qu'on va extraire des ressources, tout ça va arriver dans les différentes zones de stockage qui vont redistribuer aux usines pour finalement le rocket fuel va finir par atterrir dans le launchpad. Ce launchpad, donc, comme vous pouvez le voir, il est ici. On peut le voir ici, et en fait, on a une liste déroulante parce qu'on pourrait avoir plusieurs launchpads, et on peut tout simplement, donc ça se retrouvera ici le contenu du launchpad, et qu'on pourra transférer ici. À ce moment-là, on payera des taxes, et c'est à ce moment-là qu'on pourra récupérer pour le mettre dans notre vaisseau, et ensuite aller le vendre ou l'utiliser pour des crafts. Ça, c'était pour l'interaction planétaire. Vous voyez, comme je vous disais, c'est pas très compliqué, mais je pense qu'il faut quand même qu'on vous l'explique une fois, sinon vous êtes tout perdu. Enfin, après, vous pouvez aller chercher à droite à gauche ou essayer de chercher par vous-même, mais en fait, c'est très simple et à la fois, c'est tellement mal expliqué en jeu directement que ça peut amener à pas mal de petites erreurs. Donc, de l'autre côté, nous, on en a fini avec le minage, ici, et donc j'ai déchargé de la kernite, du pyroxère, du Velspar et du dense Velspar dans mon hangar personnel. Ces éléments, c'est ce qu'on appelle du minerai brut. Cet élément, c'est ce qu'on appelle du minerai brut. Comme ça, on peut rien en faire en fait. Il ne sert à rien, si ce n'est à être vendu. Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir le raffiner. Pour ce faire, extrêmement simple, vous sélectionnez les différents minerais que vous voulez raffiner, vous faites clic droit dessus et vous faites Reprocess. Là, le jeu va vous dire, voilà, ok, tu veux reprocess ça, très bien, et ben je vais prendre, c'est des éléments de type astéroïde, le reprocess rate que tu as est de 63,4%. C'est-à-dire qu'en fait, je ne récupère que 63,4% des minerais qu'il y a vraiment contenus
dans les astéroïdes. Et je vais donc reprocess tout ça et ça me donnera ces quantités-là de minerais. Donc 480 000 de tritanite, très exactement 480 914. Et là, on voit tout le détail. On voit d'où viennent, donc on voit les 4 premières lignes, c'est d'où viennent les différentes sources de tritanium. Combien la station prend en termes de taxes sur le raffinage, combien, à cause de mes skills, je ne récupère pas à l'intérieur des astéroïdes, et combien ça me fait au final de récupérer pour de vrai. Là-dessus, donc on voit que je vais récupérer du tritanium, de la pierrite, du mexalon, de l'isogène et du noxium. Donc comme je vous le disais, il nous manquera la zydrine. Hop, donc on va faire reprocess. Du coup, ça utilise les différents astéroïdes. Donc on voit qu'il en reste un peu parce qu'en fait ça ne peut se reprocess que par lot de 100. Il vous faut 100 unités d'un minerai d'astéroïde pour raffiner. Et on voit que tout en bas on a obtenu hop, nos petits éléments. Donc les missiles qu'on voulait faire, donc qui étaient ceux-ci, comme on a pu le voir, hop, demandaient 2776 de tritanium, 425 de pierrite, 62 de mexalon et 4 de zydrine. Bon, malheureusement, on a tout ce qu'il faut, sauf de la zydrine. Eh ben, c'est pas compliqué. On va tout simplement l'acheter au market. Donc, on va avoir besoin de 4 de zydrine. C'est pas beaucoup, mais il va falloir aller le chercher. C'est par ici. Donc, comme je vous ai montré, matériel, minerals, zydrine. Et là, vu qu'on est un peu pressé, on va prendre le truc qu'il y a au plus près. Bon, forcément, il n'y a rien au plus près. Voilà, voilà. Alors, je vais regarder si on peut pas faire quelque chose de plus simple au pire. Non, bien évidemment. Isogène, noxium. Bah si, on a tout. On a tout ce qu'il faut là. Bon, on va changer un peu de plan. Ça nous évitera parce que là, sinon, il aurait fallu que je fasse un trajet de 6 systèmes solaires pour aller chercher les 4 de zydrine pour les ramener. Le principe sera le même, hein, de toute façon, entre les deux trucs que je vais vous montrer. Jusque là, on va créer un composant au lieu de créer un objet, une munition finale. C'est pas grave, on s'en remettra. Donc, là, on va donc utiliser les RAM Energy Tech Blueprint. En fait, l'Energy Tech, c'est tout simplement un composant qui sert dans la création d'autres éléments, notamment tout ce qui va être module d'énergie Tech 2. Pour utiliser cet élément, pour créer cet élément, on va se rendre dans l'interface d'industrie. L'interface d'industrie a été refondue totalement, elle est super visuelle maintenant, ce qui nous aide bien, puisque là, on va faire ça entre nous visuellement. Donc ici, je vais tout simplement dans la section Blueprint, donc qui comprend tous les blueprints que j'ai dans cette station. Donc vous voyez, j'en ai quelques-uns quand même. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout les blueprints originaux. Les blueprints copies ne nous intéressent pas, ça n'a rien à voir. Et donc on va faire, donc, comme on le disait, des... Hop. Bah, je pourrais même faire des ammunition tech, je pense. Non, pas assez de noxium pour les ammunition tech. Bon, energy tech. Donc ici, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, quand je sélectionne le blueprint, on voit ici que j'ai la liste de ce qu'il me faut. Ici, j'ai le nombre de runs que je vais lancer. Ici, j'ai le temps que ça va prendre. Donc ici, 28 minutes. C'est long. C'est très très long. Je vois que ça va me donner 100 RAM Energy Tech à la fin. Et que la mise en place de ce craft va me coûter 844 ISK. C'est un pourcentage qui est basé sur le degré d'utilisation des usines dans le système dans lequel vous vous trouvez. Et du coup, c'est là que c'est là que les NPC vont se gaver un peu sur votre dos. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça. Si on voulait, on pourrait aussi le faire dans une station qui appartient à des joueurs ou dans une pause. On le verra un peu plus tard, la pause, qu'est-ce que c'est.
mais ce sont d'autres façons de créer les différents éléments. Donc, une fois que j'ai sélectionné ça, très simple, donc je dis le matériel de base, il se trouve dans mon item hangar. À la fin, je veux que ça atterrisse dans mon item hangar et je fais Start. Rien de plus simple. J'avais tout ce qu'il me fallait. Du coup, ça a lancé ici la création du truc. Ça va prendre 28 minutes. Donc on aura le temps de voir ce que ça a fait avant de se quitter ce soir. Là, on voit que j'ai un autre élément qui est en cours d'être fait. Qui n'a rien à voir hein, en l'occurrence, mais qui lui se finira dans 11h, 46 minutes et 45 secondes. Et comme vous le voyez, il se trouve à 24 jumps d'ici, donc on n'ira pas le voir celui-là. Sinon, on va passer la soirée à naviguer d'un bout à l'autre de l'espace. Donc voilà, donc là on a lancé la construction. Donc toutes les constructions de base, donc de matériaux Tech 1 qui se font uniquement à partir de minéraux, se passent comme ça. Très simple, basique, très peu rentable dans beaucoup de cas. L'industrie, c'est une activité à part entière dans Eve. Qui dit activité à part entière dit qu'on peut en retirer pas mal de bénéfices. Seulement, ça, c'est tellement simple et c'est tellement un jeu d'enfant que, bien évidemment, il y a très peu d'argent à se faire avec ce genre de craft-là. En général, vous êtes même perdant, en fait. Vous aurez meilleur compte de revendre les minéraux directement que de crafter quelque chose et de revendre ce quelque chose. La solution est très simple. En fait, dans Eve, normalement, l'intégralité du temps que vous passez à faire quelque chose doit être comptabilisé comme un coût. Seulement, bon nombre de joueurs s'essayent à l'industrie en se disant que les minerais qu'ils minent eux-mêmes ne leur coûtent rien. Dans le principe, c'est vrai, puisque leur ISK, leur compte en banque n'est jamais prélevé d'une somme vis-à-vis de ce qu'ils minent. Mais par contre, c'est faux parce qu'en fait, ce minerai, il a une valeur. Et cette valeur, eux, ils n'en tiennent pas compte quand ils vont revendre l'item. Du coup, la plupart des gens qui minent et qui craftent derrière, ou la plupart des débutants en l'occurrence, vont revendre l'élément crafté à perte par rapport à la valeur du minerai utilisé pour le crafter. C'est con, mais c'est comme ça. Du coup, ce qui va intéresser la plupart des joueurs pour se faire de l'argent, c'est soit d'aller vers un peu plus de complexité, soit faire des crafts qui font intervenir autre chose que des minerais. Pour l'instant, on a vu deux choses, deux éléments qui nous permettaient d'obtenir des composants relatifs à l'industrie. On a vu le minage et on a vu l'interaction planétaire. Il en existe une troisième sorte qui est très 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 peu accessible aux joueurs débutants, puisqu'en fait, elle fait rentrer en ligne de compte les corporations, donc les guildes de EVE Online, et encore plus les alliances, donc groupes de corporations, ou même les coalitions, groupes d'alliances. Cet élément, c'est tout simplement l'extraction de lune. On a vu qu'on pouvait exploiter les astéroïdes dans l'espace, qu'on pouvait exploiter les planètes, et ben il existe un troisième élément naturel céleste qu'on n'a pas encore utilisé, c'est les lunes. Et les lunes peuvent s'extraire, peuvent s'exploiter de la même façon que les planètes ou que les astéroïdes. Elles ont des ressources et vous allez pouvoir en bénéficier. Alors, pour ce faire, on va tout simplement prendre un vaisseau rapide et on va se rendre dans ma pause. Et je vais essayer de vous expliquer simplement ceci. Ça va pas être simple, ça va être très conceptuel, mais on est plus ou moins obligé d'y passer, puisque c'est comme ça que je n'ai pas moi en fait d'extraction de matériaux de lune, donc je peux pas vous montrer en vrai comment on le fait. Je peux vous montrer où ça se passe, à partir de quoi ça se passe, vous expliquer comment ça se passe. Je peux pas vous le démontrer de visu. Donc on va se rendre dans la petite pause. Donc une pause, c'est tout simplement donc une Player on Edge Stations. C'est une tour de contrôle qui appartient à une corporation. Donc on va s'y rendre. Normalement, on ne doit plus en être très loin. Voilà, 2000 et quelques kilomètres. Une pause, c'est ça. De l'extérieur, c'est
pas très impressionnant. Ça se trouve en orbite autour d'une lune. Donc on la voit ici, hein, la lune. Hop, on va éviter de bouger. Donc la lune, elle est là, hein. C'est une lune, tout ce qui est de plus classique, avec ses caractéristiques, etc. Techniquement, vous pouvez la scanner. Pour la scanner, il va falloir que vous utilisiez un scanner de lune. Donc qu'on trouve ici. Donc c'est... non, c'est pas celui-là. Comment ça? Pourquoi il se trouve pas ici? Voilà, ici, normalement, il me semble. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre, il me semble, de scanner. Alors, non, voilà, c'est ici. Voilà, c'est bon. Donc, le Survey Probe Launcher qui va vous permettre de lancer des Survey Probes et qui vous sert tout simplement à scanner les lunes. Donc, vous voyez, Survey Probes are used to analyze the material composition of moons. Donc, tout simplement, donc vous installez ça sur votre vaisseau, vous embarquez hop, des Survey Probes qu'on trouve ici et vous allez pouvoir scanner la lune. Donc je vais pas le faire parce que cette lune ne contient rien du tout, donc ça n'aurait aucun intérêt de vous la scanner, étant donné qu'il y aura rien du tout. Donc voilà. D'autant plus que là où je me situe, on ne peut pas extraire de toute façon de trucs de la lune. Mais quoi qu'il arrive, donc ce sera en deux étapes. Vous installez cette pose, donc cette tour de contrôle. Pour ce faire, rien de plus simple. Il vous faut encore, et sinon après vous achetez en fait, ou vous craftez, hein. Ça se craft bien évidemment comme tout dans Eve. Vous prenez hop, une tour de contrôle, genre Amar Control Tower. Vous voyez qu'en industrie, ça se craft. Ça se craft notamment avec des minerais et de l'interaction planétaire. Donc vous voyez qu'on fait interagir les deux choses qu'on vient de voir. Pour créer donc cette Control Tower, ensuite, cette Control Tower, vous la lancez dans l'espace, vous la déployez, ça met un certain temps à se déployer. Une fois que c'est déployé, vous allez pouvoir l'alimenter en fuel, donc il va falloir du fuel correspondant à la tour de contrôle que vous avez déployée. Il lui en faut une certaine quantité par heure, et ça lui permet de déployer ce gros bouclier d'énergie qui vous sert de protection dans, dans l'espace. Et c'est à l'intérieur de ce bouclier que vous allez déployer les différents modules de votre pose. Pour extraire des choses d'une lune, il va falloir faire interagir un petit élément qui s'appelle le Moon Harvesting Array. Donc ce truc-là, qui est tout simplement une espèce de laser d'extraction de lune. Vous en placez un, vous déterminez l'élément que vous voulez extraire et ça va extraire cet élément de la lune. 3 informations. Première chose, une lune ne peut pas contenir plus de 4 éléments, si ma mémoire est bonne. Un laser ne peut extraire qu'un seul type de ressource en même temps. Un type de ressource ne peut être extrait que d'un laser en même temps. C'est-à-dire que vous allez mettre au maximum 4 lasers si vous êtes autour si vous avez posé votre tour de contrôle autour d'une lune qui contient 4 éléments. Ces éléments de lune, tout comme les éléments d'interaction planétaire, comme ça, à extraire, ils servent pas à grand chose. En fait, ils servent même à rien, si ce n'est à être revendus, et encore, c'est souvent pas très rentable. Parce qu'en fait, vous allez extraire les éléments de la Lune, mais en fait, si vous placez votre tour de contrôle que pour ça, le coût en alimentation de fuel par rapport à ce que vous allez extraire avec juste vos Moon Harvesting Array, ça va servir à rien. Vous allez compenser totalement ce que vous allez gagner par le coût d'entretien de la pose. Donc la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va stocker ces éléments-là dans des silos. Donc ces silos, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste des silos à la con, des trucs de stockage dans lesquels vous allez pouvoir stocker des éléments. Vous allez orienter la production du Moon Harvesting Array vers un silo, et ce silo, il va servir à alimenter différents laboratoires de réaction, donc des réacteurs, dans lesquels vous allez, de la même façon que dans l'interaction planétaire, pouvoir y installer des schémas. Sauf que les schémas, cette fois, ils ne vous sont pas donnés, ils se retrouvent dans les schémas de réaction qu'on trouve ici et qui s'achètent. Donc globalement, vous allez installer le schéma qui va bien dans le réacteur, vous allez l'alimenter avec les éléments qui vont bien, et
vous lancez la réaction, ça prend des éléments en entrée, ça vous sort des éléments en sortie, vous orientez les éléments en sortie vers un silo, etc., etc. Vous pouvez faire réagir les éléments deux fois. Donc vous avez l'élément brut, puis l'élément réagi tiers 1, et ensuite vous faites réagir des éléments de tiers 1 ensemble pour créer un élément de réaction tiers 2. Souvent, c'est ces éléments de réaction tiers 2 qui sont utilisés pour les crafts, et notamment tout ce qui va être craft d'objets Tech 2. Les crafts d'éléments Tech 2, on va y venir tout de suite après. On voit une dernière notion avant, mais on verra tout de suite après. Rien ne vous empêche, si vous êtes gérant d'une corporation, notamment donc en low, et que vous installez une tour de contrôle autour d'une lune en low sec ou en null sec, on ne peut pas le faire en empire. Si vous ne savez pas ce que veut dire ces choses, je vous invite à revoir donc le stream de 4 heures que j'avais fait où j'explique ce que c'est au cours du stream, mais notamment ça est relatif en fait à la dangerosité de l'endroit où vous vivez. L'Empire, c'est l'endroit sécurisé entre guillemets dans lequel vous avez la police, donc forcément on ne peut pas installer des réacteurs ou des têtes d'extraction de lune dans l'Empire. Ça évite en fait, on va dire certaine, un certain déséquilibre puisque c'est supposé être l'un des avantages de vivre dans des zones dangereuses. Forcément, si vous leur enlevez cet avantage, au bout d'un moment, s'ils n'ont plus d'avantage, il n'y a plus de raison d'aller y vivre. Rien ne vous empêche de placer une tour de contrôle autour d'une lune qui n'a rien du tout, ou alors des trucs qui valent même pas le coup d'être extraits, et de ne faire que de la réaction dans cette tour de contrôle. Vous y placez des silos, des réacteurs, vous amenez les éléments extraits que vous avez extraits dans une autre tour ou que vous avez acheté sur le marché, vous le mettez dans ce premier silo, il alimente le réacteur qui vous sort autre chose et vous allez revendre ce autre chose ou alors vous l'utilisez pour crafter vous-même des équipements. C'est totalement possible, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la chaîne de A à Z. Tout comme tout à l'heure, on a vu le cas d'une colonie planétaire où on extrait une ressource, puis on la fait réagir deux fois pour obtenir quelque chose qui, lui, va nous servir lors d'un craft. Mais rien ne nous empêche de prendre euh, les éléments au marché, de les apporter sur la planète, donc dans le Custom Office, les transférer du Custom Office vers un premier Launchpad. Ce Launchpad, du coup, va permettre d'envoyer des ressources depuis l'espace vers la planète, de faire réagir ces ressources, puis de les réextraire via un autre Launchpad pour en faire quelque chose après. On appelle ça d'ailleurs des colonies de type factory, et elles ne font que ça. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls moyens d'obtenir du T4, puisque les éléments d'interaction planétaire, vous avez le produit brut, puis 4 stades d'évolution possibles, euh, qui peuvent être de plus en plus complexes et qui font intervenir au final des dizaines d'éléments de base, enfin une dizaine en tout cas d'éléments de base, ce qui fait que c'est quasiment impossible d'en faire sur une seule et même planète. En fait, c'est totalement impossible d'en faire sur une seule et même planète. Vous n'avez pas accès à tous les éléments de base à extraire directement. Donc voilà. Donc, dernière notion de base, entre guillemets. Là, c'est le moment où je commence à faire peur aux gens. Donc, on va faire un petit aller-retour. Et je vais vous montrer donc ce système de recherche dont j'avais dit qu'on y reviendrait. Le système de recherche, donc comme je vous disais, ça sert tout simplement à améliorer vos BPE, vos blueprints. Les blueprints, de base, ils ont un certain nombre d'éléments en entrée, un temps et un certain nombre d'éléments en sortie. Le nombre d'éléments en sortie, vous ne pouvez pas y toucher. Ce sera toujours le même. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça ne changera jamais. Par contre, vous pouvez jouer sur les éléments en entrée et le temps. On va prendre l'exemple d'un BPO que j'ai pas encore recherché. Comme ça vous donnera une idée du truc. Est-ce que je l'ai recherché celui-là? Manque de bol, oui. Est-ce que je vais rechercher celui-là? Manque de bol, oui.
celui-là, ceux-là, je les ai pas recherchés. Bon, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire. Donc, je les ai chargés dans ma soute. Donc, je les ai là. Donc, c'est des RAM Electronic Blueprints. Donc, RAM, c'est tout simplement un type d'élément, c'est un type de composant bien spécifique. Il y en existe plusieurs. Mais à chaque fois, c'est vous transformer du minerai en un composant qui est utilisé pour faire d'autres trucs. Et effectivement, Noro, après, on passe à l'invention, qui dans Eve se résume à inventer quelque chose qui existe déjà, et qui est la façon de créer les éléments de Tech 2. Et ensuite, il ne nous manquera plus qu'à passer en revue la façon de créer les vaisseaux capitaux, qui là est quelque chose d'encore plus complexe en soi, mais qui est aussi assez facile en fait. C'est juste que ça fait intervenir plus d'étapes et ça fait intervenir certaines restrictions. Donc, ce qui va nous intéresser là dans ce cas-là, c'est de faire une recherche. Donc, pour ce faire, il me semble que c'est celui-là, je vais vérifier quand même, hein. Tac, 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 oui, c'est celui-là. Donc pour ce faire, là je suis dans une pause. Ça vous montrera comment on fait dans une pause pour utiliser un laboratoire dans une pause. Mais vous pourriez très bien le faire en station, hein. Vous mettez le blueprint que je vais mettre là dans le laboratoire de recherche, vous le mettez dans votre hangar personnel et vous pourrez faire exactement la même manipulation. Donc je mets mes blueprints dans le laboratoire de recherche. J'ouvre l'industrie et ici dans les blueprints, je sélectionne les blueprints que je voulais. Ensuite, je vais dire, les deux boutons qui vont m'intéresser, c'est ces deux boutons-là. Le Material Efficiency Research, donc qui va tout simplement permettre de réduire la quantité d'objets dont on a besoin pour pour faire tourner un run du BPO. Et le Time Efficiency Research, qui lui va nous permettre en fait de réduire le temps passé pour chacun des runs du BPO. Donc là, on va s'intéresser au Material Efficiency Research. Donc on voit que pour gagner 1%, donc 1% de matériel en moins nécessaire pour faire tourner le BPO une fois. J'ai besoin de le rechercher pendant 15 minutes et 37 secondes et ça va me coûter 29 ISK. Je peux monter jusqu'à 10% de gain. Donc en fait, j'aurais besoin de le faire tourner 10 fois. Pour ce faire, je vais avoir besoin de rechercher le BPO pendant 26 jours, 10 heures, 40 minutes et 0 secondes. Et ça me coûtera 71 859 ISK. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le lancer. Il suffirait d'appuyer sur Start, hein, là. Je ne vais pas le lancer en 10 fois, je vais juste le lancer en une fois pour vous montrer. Grosso modo, ça nous laissera le temps de voir en fait que ce sera fait à la fin. Là, vous avez vu que si je fais un show info, pour l'instant, ici, j'ai 0 et 0. On va le lancer et en fait, d'ici 15 minutes, là, le job est lancé ici. Et on verra qu'en fait, d'ici 15 minutes, ce BPO qui était 0, 0 sera passé à 1, 0. Voilà, tout simplement. Vous pouvez faire la même chose avec le Time Efficiency Research. Donc, il suffit de sélectionner le bouton Time Efficiency Research au lieu de sélectionner le bouton Material Efficiency Research. Et si je voulais le relancer 10 fois, ça prend aussi 26 jours, 10 heures et 40 minutes. Ici, le coût d'installation de ces recherches est très très faible parce que je le fais en pause, je le fais en tour de contrôle. Si vous le faites dans des stations, ça peut vite coûter très 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 cher. Parce qu'en fait, la station vous taxe sur les recherches que vous effectuez. Et comme souvent les recherches durent très longtemps, parfois ça peut coûter plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions d'ISK selon euh, la station dans laquelle vous faites les recherches. Faites attention aussi, les stations des NPC n'ont pas toutes la possibilité de vous offrir de vous permettre de faire des recherches. Hop, on va faire Start, comme ça, c'est parti. Et maintenant, c'est le moment où on va passer à la version un peu avancée de ce tutoriel. Vous allez voir, c'est en soi, on parle de trucs avancés, de Tech 2, d'invention, de copie, etc. Mais en soi, c'est très simple. L'interface ayant été revue, ça va
relativement bien. Par contre, pour ce faire, on va avoir besoin de faire un peu de trajet parce que bien évidemment, je suis un peu tête en l'air et du coup, j'ai oublié de ramener les éléments qui m'auraient permis de vous le montrer en live pour vous le montrer en live. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, jusqu'ici, on a vu pour faire des éléments de base, entre guillemets, crafter des composants qui ne font intervenir soit de l'interaction planétaire, soit des minéraux, soit de la... Oula, pardon, excusez-moi, soit de l'extraction de lune, mais quoi qu'il arrivait, on avait le blueprint sous la main, donc le blueprint original sous la main, et on pouvait tout simplement réunir, si on n'avait pas envie d'extraire quoi que ce soit, on pouvait aller au marché, acheter les éléments, prendre notre blueprint, tout crafter, et après revendre ce qu'on avait crafté. Ça marchait, c'est simple. Des fois, ça peut vous permettre d'extraire, enfin, de, d'en récolter de bons bénéfices d'ailleurs, mais c'est plus ce qui va nous intéresser à ce niveau-là. Maintenant, on va essayer de crafter ce qu'on appelle du Tech 2. Donc, comme je vous l'avais dit lors de la première session d'initiation, vous avez le Tech 1, c'est la version basique en fait des modules, des munitions, des vaisseaux, etc. Et vous avez la version Tech 2. La version Tech 2, c'est normalement la version grand public la plus évoluée, dirons-nous. Après, vous allez avoir les versions faction, officier ou Dead Space des modules. Mais grosso modo, le Tech 2, c'est le gros, on va dire, du matériel qui est utilisé par les joueurs qui ont plus d'un ou deux mois de jeu. Souvent, vous allez utiliser du Tech 2. Vous allez utiliser des modules Tech 2, vous allez utiliser des munitions Tech 2, vous allez potentiellement utiliser des vaisseaux Tech 2. Tout ça, ça vient d'une seule, enfin, c'est créé d'une seule et même façon et ça fait intervenir deux notions en plus par rapport à la création d'éléments de base. Et en fait, ces deux notions sont intimement liées au fait qu'il n'existe pas de blueprint pour le Tech 2 achetable de base. En fait, les blueprints que vous voyez là, sous la main, là, les nanoélectricales, les nuclear pulse, les plasma pulse, etc., ce sont des blueprints originaux, c'est-à-dire vous pouvez crafter autant de fois que vous voulez l'objet avec ces blueprints-là. Ils ne s'épuisent jamais, vous pouvez faire de la recherche dessus, donc pour les améliorer. La seule limitation est que quand vous installez une usine pour créer cet élément, vous installez le blueprint avec. Donc si vous voulez faire tourner 10 usines, il va vous falloir 10 fois le blueprint. Par contre, ces blueprints sont vendus par les NPC. Ça fait partie des rares choses qui sont vendues par les NPC, tout comme les skills, les livres pour apprendre les compétences niveau 0, que ensuite vous allez entraîner, et les Command Center qu'on nous avons vu tout à l'heure. Ça fait partie des éléments de base du jeu, ça fait partie des rares choses qui sont vendues par les NPC, à prix fixe, mais ils sont vendus par les NPC. Pour les Tech 2, ça n'existe pas. Il n'y a pas de BPO Tech 2. Entre guillemets, les plus expérimentés vous diront qu'il en existe. Pour un débutant, autant partir du principe que ça n'existe pas, parce qu'en fait, c'est surtout, ça a été distribué passé un moment, mais ça n'existe plus. Il n'y a plus aucun moyen d'en obtenir de nouveau. Donc en fait, il va falloir passer par ce qu'on appelle le système d'invention, donc qui dans Eve se résume à inventer ce qui existe déjà, parce qu'en fait tout le monde utilise des matériaux Tech 2, donc on pourrait se dire ils ouvrent un peu le truc, ils regardent comment c'est fait à l'intérieur et ils en extraient un blueprint. Eh ben non, en fait il va falloir le réinventer à chaque fois. Pour ce faire, il va falloir passer par deux étapes. La première étape, c'est l'étape de la copie. Elle est très simple. Vous prenez un BPO, vous, vous ouvrez la partie industrie. Donc, hop, vous prenez n'importe quel BPO, je sais pas, par exemple la partie l'antimatter charge L blueprint. Vous cliquez sur copie et vous dites, bah, j'ai envie de copier. Voilà, on va copier ce truc-là. Ça va vous donner à la fin un blueprint de copie, donc qui est la même chose que le blueprint original,
mais qui est limité dans le nombre de fois où on peut l'utiliser et on ne peut pas le rechercher. Vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc là, en l'occurrence, en fait, le premier chiffre, vous allez dire je veux faire X copies, donc X blueprint copies, qui vont chacun pouvoir faire X craft. Donc ici, on pourrait faire, voilà, hop, jusqu'à 200. En fait, vous pouvez faire autant, si vous voulez, voilà, hop, vous pouvez en faire 5648 si vous voulez, copies d'un coup, les lancer. Bon, ça vous prendrait 6000 jours, hein, donc ne le faites pas, bien évidemment. Euh, mais vous pouvez aussi déterminer donc le nombre de runs par copie que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, on pourrait faire un blueprint de 200 runs. Ça nous prendrait 1 jour, 1 heure et 30 minutes pour le faire. Et ça nous donnerait un blueprint copy avec lequel on pourrait faire 200 fois le craft de la munition. Ça, c'est la première étape. Et en fait, elle intervient uniquement parce que la deuxième étape ne peut pas se faire sur un blueprint original. Elle est obligée d'être faite sur un blueprint copy. Du coup, comme j'ai des copies sous la main, je vais vous le montrer. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être voilà, les Inferno Cruise Missiles. Donc, comme vous voyez, j'avais fait pas mal de copies. Voilà, donc on prend un Inferno Cruise Missile en copie. Là, comme ça, je pourrais crafter l'Inferno Cruise Missile directement depuis la copie. C'est pas ce qui va nous intéresser ici. Ce qui va nous intéresser, c'est ce bouton-là, qui, comme vous avez pu le voir juste avant, était grisé sur le blueprint original. C'est ce bouton-là qui nous sert d'invention. Pour l'invention, vous avez 2-3 petits trucs à comprendre, c'est très simple. Première chose, l'invention fait intervenir des skills qui sont très différents de ceux du craft. Pour crafter un Inferno Cruise Missile, hop, show info. Pour crafter un Inferno Cruise Missile, il me suffit d'avoir Industrie level 1, je mets les composants dedans, je lance mon craft, ça me sort des missiles. Pour l'invention, c'est complètement différent. Il va me falloir 3 skills. Caldari Encryptation Method au niveau 1, Electronic Engineering au level 1 et Rocket Science au level 1. Si je n'ai pas ces 3 skills, je ne peux pas faire l'invention. Ensuite, il va falloir certains matériaux qui sont indispensables. Ils s'appellent les data cores, ils sont au nombre de 2. Grosso modo, ça correspondra souvent aux 2 skills non ratios ayant été nécessaires pour l'invention. En l'occurrence, Caldari Encryptation Method, c'est le skill racial Caldari. Et donc les deux autres, c'est Electronic Engineering, Rocket Science. Et donc on retrouve les data cores Electronic Engineering et data core Rocket Science pour l'invention. Ces éléments sont nécessaires. Deuxième chose à comprendre, c'est que l'invention peut rater. Votre invention de base, elle a 34% de chance de réussir, donc elle a 66% de chance de rater. Si elle rate, vous consommez les data cores, vous consommez un run du blueprint copy. En fait, que ça échoue ou que ça passe, vous allez consommer les trucs. Mais vous obtenez rien du tout si ça échoue en sortie. Alors qu'en fait, vous allez obtenir un blueprint copy d'éléments Tech 2 si jamais ça réussit. Et pour lancer un run, donc là je ne vais pas vous le montrer hein, parce que ça met 18h55 minutes pour tenter une invention. Vous pouvez en lancer plusieurs à la suite et à la fin, une fois que tout est fini, vous cliquerez, donc on verra, hein, il y a un petit bouton Deliver, vous cliquez dessus et si dans le cas d'une invention, il va vous dire combien on réussit sur le nombre que vous aviez lancé. Donc ici, on aurait besoin donc d'un datacore Electronic Engineering, d'un datacore Rocket Science pour lancer, donc ça prendrait 16 heures, parce que 18 heures c'est sans les skills, mes skills font que c'est un peu moins long, mais 16 heures c'est quand même assez long. Ça me prendrait 546 ISK pour le lancer, ce qui n'est pas énorme. Ici, dans le cas du missile, j'ai le choix entre deux trucs en fait, parce que je peux tenter d'inventer deux choses différentes avec un même blueprint copy. Seulement, je suis obligé de choisir. Je ne peux pas tenter les deux en même temps. Je vais choisir soit l'Inferno Fury Cruise Missile Blueprint ou l'Inferno Precision Cruise Missile Blueprint. Quoi qu'il arrive, le blueprint qui va sortir, peu importe la recherche que vous avez effectuée sur votre blueprint de base, il sortira avec une recherche à 2% de matériel et 4% de time. C'est constant.
Vous pouvez faire votre recherche avec un blueprint pas du tout recherché ou un blueprint carrément full recherché. Ça ne changera rien à ce qui va sortir. Donc voilà. Enfin, il y a un dernier élément qui n'est pas indispensable, mais vous pouvez l'utiliser, c'est ce qu'on appelle les décryptors. Les décryptors, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des petits éléments que vous allez mettre en entrée et qui vont changer de manière assez drastique le comportement de l'invention. On va regarder. Ici, on voit que si on fait une invention, en sortie, on a donc 43,4% de chance en fonction de mes skills et de mes implants de réussir l'invention. Et ça va nous donner un blueprint qui aura donc 2% de matériel, 4% de time et qui pourra être utilisé 10 fois. Donc on va pouvoir faire 10 runs sur le blueprint. Le nombre de runs va dépendre du type de blueprint que vous sortez. Pour les munitions, c'est 10. Pour les vaisseaux, c'est 1 par exemple. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Il vous permettra de crafter qu'un seul vaisseau. Les décrypteurs vont avoir un effet sur à la fois les chances de succès, potentiellement les recherches en termes de material efficiency et de time efficiency, et aussi sur les runs. Si on regarde ici, vous avez plusieurs décrypteurs. Par exemple, si j'utilise un décrypteur, donc on regarde ici l'accélérant de décrypteur, on voit sur le côté, alors ouais, bien évidemment j'ai fait n'importe quoi, on voit sur le côté qu'il y a un probability multiplier. Donc je vais ajouter 20% de chance aux chances de succès. Sauf que c'est 20% de chance des chances que j'ai déjà. C'est pas un plus 20 directement. Il va augmenter de 1 le nombre de runs que je pourrais faire avec le blueprint final. Il va augmenter de 2 le material efficiency et il va augmenter de 10 le time efficiency. Donc si j'utilisais ça, en sortie, j'aurais non plus un blueprint à 2, 4 et 10, mais je vais avoir 4, 14 et 11. C'est-à-dire un blueprint qui est mieux recherché, qui peut tourner plus de fois, et en plus de ça, j'ai un peu plus de chance pour l'inventer. Sauf que cet élément, il coûte des sous, et vous allez devoir l'utiliser à chaque fois que vous avez des inventions. Donc après, là, à ce moment-là, c'est un calcul de rentabilité à faire entre est-ce que ce que j'obtiens à la fin vaut le coup en termes de gain sur le nombre de fois où je vais devoir inventer le, le blueprint par rapport au prix du décrypteur. Et donc, vous allez devoir faire ce calcul. Bien évidemment, il y a des petits logiciels qui le font pour vous. Vous allez devoir faire ce calcul avec les différents décrypteurs. Et comme on le voit, il y a des décrypteurs qui ont plusieurs effets. Par exemple, le Augmentation Decryptor va lui baisser vos probabilités de réussir votre invention, mais va quasiment doubler, là, en l'occurrence, dans le cas des munitions, le nombre de fois où vous allez pouvoir le faire. Mais par contre, il va vous obliger, après, le craft final va vous coûter plus de ressources, mais va être plus rapide. Là, ça le fait que à peine doubler ce qu'on veut faire, mais dans le cas de l'invention sur un vaisseau, par exemple, ça pourrait être intéressant parce que le blueprint du vaisseau sortant avec un seul run, vous allez faire x10 en fait. Vous aurez un blueprint qui pourra être fait, utilisé 10 fois plus de fois que si vous n'aviez pas mis le décrypteur. Voilà, donc tout ça, ça fait intervenir beaucoup de calculs de rentabilité derrière. Donc en sortie, puisque j'en ai un, je vais pouvoir vous le montrer. Donc en sortie, vous obtiendrez en fait tout simplement ceci, donc le blueprint copy d'un élément Tech 2. Cet élément, il a pas mal de trucs en entrée potentiellement qu'il va falloir utiliser pour créer le matos. En l'occurrence, ici, donc pour l'Inferno Cruise Missile, il va nous falloir des Plasma Pulse Generators qui eux-mêmes doivent être craftés, des RAM Ammunition Tech, donc qui eux-mêmes doivent être craftés comme on l'a vu tout à l'heure, le Rocket Fuel, dont je vous ai montré comment en obtenir via l'interaction planétaire, du phénolique composite qui s'extrait des lunes, enfin, qui est une réaction d'un élément de lune, et de la morphite qui, elle, est un minéral qu'on trouve dans des astéroïdes. Donc vous voyez que quand on commence à s'intéresser au Tech 2, là,
on fait intervenir quasiment tous les éléments de l'industrie, c'est-à-dire des blueprints, des copies, des inventions, de l'interaction planétaire, de l'extraction de lune, du minage, du raffinage. Bref, on fait appel à toute la communauté industrielle du jeu. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de l'industrie dans EVE Online. Il existe on va dire une dernière étape. Salut Diezam. Effectivement, l'industrie sur Eve est assez compliquée, mais une fois qu'on commence à comprendre le système, ça marche tout seul. Il existe un dernier élément qu'on ne traitera pas ce soir, tout simplement parce que moi-même je n'ai jamais pu l'essayer, donc j'ai pas envie de vous induire en erreur. Mais il existe en fait un tiers d'objets qui est encore supérieur au Tech 2, qu'on appelle le Tech 3, forcément, qui est très très rare. En fait, vous allez avoir quelques vaisseaux Tech 3, vous allez avoir des subsystèmes qui sont de Tech 3, c'est ces éléments-là. Hop, on ouvre. Et en fait, ces éléments sont tellement spécifiques qu'ils ont une façon complètement à eux d'être créés. En fait, il faut faire du rétro-engineering sur des éléments que vous lootez sur des mobs dans des wormholes. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un wormhole, je vous invite à revoir donc, le replay du premier live où j'expliquais ce qu'était un wormhole aussi. Donc vous faites du rétro-engineering des éléments que vous lootez sur ces mobs qui vont vous permettre potentiellement d'obtenir les blueprints qui vont eux-mêmes vous servir à crafter ces éléments Tech 3 à la base d'éléments que vous allez recycler des épaves, des vaisseaux, des mecs. Bref, ça tourne tout autour de ces fameux NPC qui s'appellent des sleepers, qui ne se trouvent que dans les wormholes. Et donc en fait, c'est une partie de l'industrie qui ne se fait quasiment que dans les wormholes. Et comme je n'ai jamais mis les pieds dans une corporation qui est établie en wormhole, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer ces trucs-là. Et donc j'ai pas trop envie de vous induire en erreur. De toute façon, tout peut se trouver ici. Donc vous voyez qu'ici on retrouve les différents éléments. Donc en fait, ces fameux éléments que vous obtenez via le reprocess. Donc vous obtenez, donc ça c'est les éléments que vous obtenez via le reprocess de ces fameux mecs. Et vous créez des composants qui viennent ensuite comme composer de l'élément final. Donc voilà, donc ça marche, tous les Tech 3 fonctionnent de la même façon. Et c'est une partie bien spécifique du jeu. Là, normalement, si vous avez tout suivi depuis le début, déjà vous êtes des chauds, parce que je suis sûr que j'ai tué la moitié des gens depuis 1 heure et demie là qu'on est en train d'expliquer tout ça. Vous avez dû vous dire, il vient de me parler de recycler des épaves. Ça, on n'a pas vu. Alors, effectivement, on n'a pas vu parce qu'en fait, c'est très simple. Vous allez n'importe où, vous tuez des mobs et vous allez tout simplement donc recycler ce qui se trouve sur les épaves des vaisseaux des mobs. Pour ce faire, en fait, on utilise un module très simple qui s'appelle un salvager. Donc ça doit être là-dedans. Voilà, donc salvager, Tech 1 ou Tech 2. Vous l'équipez sur votre vaisseau. Et une fois que c'est équipé, sur votre vaisseau, vous allez juste à cibler l'épave et à enclencher le salvager et ça va vous donner des composés de salvage, histoire d'être très très original. Donc les composés de salvage de base, on les trouve ici. Donc comme vous voyez, il y en a qui peuvent valoir assez cher. Voilà, c'est cool. Et en fait, ici, donc c'est les fameux ancient salvage éléments, c'est ces fameux éléments de salvage qu'on trouve que sur les sleepers et donc qui servent à faire les Tech 3. Donc on voit que à côté, c'est pas forcément. Vous pouvez vous amuser à faire du Tech 3 sans mettre les pieds en wormhole. Ça peut. Vous avez juste à acheter les éléments en fait. Mais après, je suis pas sûr que ce soit très rentable. J'avoue ne même jamais avoir essayé de faire les calculs. C'est pas une partie sur laquelle je me suis encore penché pour l'instant. Donc voilà, donc là on a fait à peu près le tour. Ok, non.
Bah, moi, je me suis intéressé Neuro et justement parce que je trouvais ça fascinant. Et en fait, à l'origine, quand je suis arrivé sur EVE Online, je voulais faire de l'industrie. C'est En fait, EVE Online, à l'origine, je voulais pas y jouer parce que tous les gens qui m'en avaient parlé m'avaient dit ouais, non mais arrête, il faut plus avoir de vie pour jouer à EVE Online, tu vas être obligé de jouer 30 heures par jour, etc., etc. Alors, c'est pas vrai dans un premier temps. En fait, EVE Online, si vous y jouez, vous avez pas mal de possibilités de faire des choses sans être devant l'écran, en fait, de lancer des trucs et que ça se fasse tout seul. Vous revenez le lendemain, ça c'est fini. Du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir un temps de jeu énorme. Bien sûr, plus vous voulez faire de choses, bah, plus vous allez avoir besoin d'un temps de jeu, mais ça c'est la même chose sur tous les jeux. Et du coup, quand j'ai débarqué, je voulais faire de l'industrie. Je voulais faire ça. C'est pour moi, je voulais récolter des matières premières, créer des choses, faire partie en fait de toute cette machine industrielle qui fait tourner Eve. Je trouvais ça fascinant de voir à quel point les joueurs eux-mêmes pouvaient recréer une économie dans le jeu et qui permettent comme ça de faire tout en fait, ce qui était le cœur même du jeu. Seulement quand j'ai débarqué, le système était très différent, fallait des mois et des mois de recherche sur les blueprints pour arriver à quelque chose de rentable. Du coup, j'ai fait plein d'autres choses, tout sauf de l'industrie. Et ensuite, il y a eu la refonte de l'industrie que j'ai découverte justement lors de mon live il y a quelques mois, là, le premier. Et du coup, depuis, je m'y suis penché et ça me donne l'occasion ce soir de vous présenter en fait cette partie que moi je trouve euh, super bien réussie de la part des développeurs, que je trouve captivante tant dans l'organisation que ça demande que dans la planification, etc. Je trouve ça magique. Et du coup, je me suis penché dedans et maintenant je fais quasiment plus que ça, hein, d'ailleurs, dans le jeu, de l'industrie et du commerce. Bien évidemment, ce soir, je n'ai pas parlé du commerce parce que pour moi, c'est un élément à part entière du jeu. J'ai d'ailleurs prévu de faire un live, je crois que c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, sur le commerce. Monter votre petit commerce en gros, hein, comment jouer avec l'économie de Eve pour se faire des ISK, comment comprendre l'économie de Eve. Et pour moi, ça a besoin de son live à part entière. Mais bien évidemment que le commerce fait partie intégrante du jeu quand vous jouez sur cet aspect industriel. Parce que si vous n'avez pas une énorme corpo derrière vous, vous allez devoir acheter les composés, ou au moins une partie des composés que vous allez utiliser dans vos crafts. Et en plus de ça, derrière, ce que vous craftez va bien falloir le revendre. Et donc pour faire des marges un peu plus grandes, vous allez jouer avec le commerce. Vous allez essayer de comprendre l'économie. Vous allez jouer avec tous les skills qui vous permettent de réduire les taxes, etc. sur ce que vous achetez et ce que vous vendez. Et c'est ça qui va vous permettre donc d'élargir encore un peu plus vos marges. Donc voilà. Donc pour finir, donc bien évidemment là, je vous ai noyé d'informations hein, depuis 1 heure et demie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur l'industrie, vous voulez qu'on parle d'autre chose, vous avez des questions sur Eve en général. Là, il nous reste en gros une dizaine de minutes. Je vais essayer d'y répondre et pour ceux qui voudront, je resterai encore quelques dizaines de minutes sur le live sur Twitch si vous avez d'autres questions. Euh, je finirai par dire qu'il existe au niveau de l'industrie, comme ça peut vous paraître très compliqué, mais en fait il existe pas mal de petits logiciels, de petits sites internet qui peuvent vous aider, notamment Eve Industrie, qui est un logiciel, un site internet qui vous permet de configurer les conditions dans lesquelles vous faites votre industrie et qui va faire tous les calculs de rentabilité pour vous et qui va même vous passer une liste de courses qui va vous dire ce que vous avez besoin comme élément pour faire votre craft. Ça aide beaucoup, ça évite beaucoup de calculs inutiles. Afin de trouver ce que vous voulez crafter, si vous êtes dans un souci de rentabilité, il existe aussi Eve IPH, qui est un logiciel qui calcule la rentabilité en ISK par heure des différents crafts, que ce soit en achat-revente, donc en achat des matières premières craft puis revente,
ou que ce soit en récolte, revente, etc. Récolte, craft, revente, ça vous permet d'avoir une idée et il vous sort aussi quelque chose qui peut être très intéressant quand vous cherchez à faire de l'industrie votre, votre activité principale, c'est le SVR, donc le Sale Value Rate, qui est en fait la quantité d'éléments qui s'échangent dans Eve de l'objet que vous voulez créer par jour par rapport au nombre d'éléments de cet objet que vous pouvez créer par jour en fait. Donc si vous avez un sale value rate de 100 et que vous pouvez créer 10 éléments par jour, ça veut juste dire qu'il s'en échange 1000 par jour sur le marché de Eve. Donc voilà. Et ben je pense qu'on a fait le tour et finalement 2 heures c'était pas de trop. Hein, j'ai bien fait de programmer 2 heures au lieu de 50 minutes. Et puis bah du coup bah soit si vous avez des questions, je vous en prie. Sinon là je pense pas qu'on ait grand chose. Là je suis en train de regarder mais il me semble pas qu'on ait raté grand chose. Hein. Il me semble qu'on a plus ou moins fait le tour. Oui, la glace. Donc, bien évidemment, j'ai oublié d'en parler, mais en fait, de la même façon que vous minez les astéroïdes, vous pouvez miner de la glace. La glace se raffine de la même façon qu'un astéroïde, mais vous donne des éléments différents, notamment des isotopes, de l'eau, etc. Et ça vous peut permettre, notamment, c'est ce qui va rentrer en compte, c'est ce qui sert de fuel. Les isotopes, par exemple, et heavy water, etc., servent de fuel pour différentes choses, notamment euh, les sauts hyperspatiaux de certains vaisseaux, ou alors ça rentre dans le craft notamment donc des fuel blocks qui servent à alimenter les différentes tours de contrôle. Donc voilà, ça. Il existe un dernier élément qu'on peut miner, c'est le gaz. C'est très spécifique et ça vous sert à créer des drogues. Donc les drogues qu'on peut trouver ici, qu'on appelle des boosters. Voilà. Ce sont des drogues, hein, disons-le. D'ailleurs, c'est marrant, mais il me semble, alors je sais pas si ça existe toujours, mais passé un moment, quand on se trimballait avec certains de ces trucs-là à certains endroits de l'Empire, on pouvait être arrêté et voilà. De la même façon que au niveau du commerce, ça c'est la petite anecdote, vous trouvez les trade goods qui sont en fait des éléments qui ne sont pas qui sont créés par le jeu et achetés par le jeu, ils ne servent à rien à côté. Et notamment, vous avez des esclaves dans les trade goods. Vous pouvez faire du trafic d'esclaves. Et du coup, ces éléments, ils sont interdits à certains endroits. Donc, euh, et vous pouvez trouver donc les legal implications. Et là, vous le voyez. Donc, en fait, quand vous êtes dans l'espace Amar, l'esclavage est autorisé. Et du coup, vous pouvez acheter des esclaves à un endroit et les revendre à un autre endroit. On le voit ici, par exemple. Euh, Hop, on va classer comme ça. On voit que si on achetait des esclaves à Penirgman, par exemple, on pourrait donc les acheter à 716 ISK l'unité, les transporter et aller les revendre, par exemple, à Aquila, et les revendre à 834 ISK l'unité. C'est d'ailleurs un très bon moyen de faire vos premiers ISK si vous n'êtes pas très orienté combat ou quoi que ce soit. Vous achetez les esclaves dans un endroit, vous les revendez à un autre. L'avantage de ce système, c'est que comme ça ne dépend pas des joueurs, les prix sont quasiment toujours les mêmes, ils sont stables et vous pouvez vous mettre en mode farming intensif et faire ça à la chaîne. Ça rapporte pas beaucoup, mais quand vous avez un petit vaisseau industriel au début, ça peut vous servir. Donc voilà. Mais bon, je vais pas pousser plus loin sur le commerce, puisque comme j'ai dit, on y reviendra. Mais du coup, voilà, il faut savoir que vous pouvez comme ça trouver. Et du coup, vous avez les narcotiques, qui eux sont des drogues pures et dures. Et c'est de la même façon, quand vous allez, vous regardez, vous avez certaines lois qui font. Et si vous vous faites arrêter avec ces trucs-là dans votre cargo, vous perdez de la réputation auprès des éléments, enfin des trucs, des différents empires, mais en plus de ça, vous avez aussi une amende, donc qui est en fonction de la market value du truc. Et vous voyez que selon les États, c'est pas la même chose. Et notamment, vous voyez qu'au niveau de cette drogue-là,
l'Empire Minmatar est moins sévère que les autres. C'est-à-dire que vous perdez moins de réputation, mais en plus de ça, c'est interdit. C'est pas interdit partout en fait dans l'Empire Minmatar. C'est interdit que dans les espaces qui sont en 0,8 ou plus, enfin 0,80 ou plus. De plus, l'amende est pas si sévère que ça dedans. Mais voilà, donc du coup, c'est assez marrant de voir ça. Et vous voyez qu'en fonction de la, d'ailleurs, en fonction de la drogue, les lois sont pas les mêmes. Voilà. Et ça existe pour plein de choses. Mais après, du coup, vous avez d'autres choses qui, eux, ne sont pas. Voilà, il n'y a pas d'onglet legality parce que c'est illégal nulle part. Voilà. J'ai trouvé. Quand j'ai démarré, j'avais trouvé ça marrant, hein. Et donc, du coup, vous avez des exotic dancers. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, il y a eu une conférence à Eve Vegas, donc qui est une conférence annuelle de CCP sur Eve, où il parlait de tout ce qui était économie dans Eve, etc. Et il disait que dans les wormholes, donc qui sont des éléments assez particuliers du jeu, puisque c'est totalement fermé, en fait, c'est un système solaire qui est fermé sur lui-même et avec des trous de verre qui s'ouvrent un peu partout, mais aléatoirement dans l'univers. Et donc la logistique donc pour déplacer des biens entre dans le wormhole et en dehors du wormhole peut être assez compliqué, mais surtout vous êtes un peu esselé au milieu. Et il se remarquait que les exotic dancers, notamment les exotic dancers femelles, s'échangeaient beaucoup plus dans les wormholes que dans le reste du jeu. C'est complètement con, mais ça prouve que les joueurs dev, ils se tapent des tripes complètement stupides des fois. Non, donc voilà, vous pouvez transporter des SDF en plus. Voilà. Ce jeu n'a pas de race, hein, disons-le, mais voilà, j'ai trouvé ça marrant. Donc voilà, donc vous pouvez transporter des esclaves, mais aussi des esclavagistes, qui eux ne sont illégaux nulle part, ce qui est bizarre, hein, parce que l'esclavage est illégal, mais les esclavagistes non. Voilà, et vous voyez que les esclaves, c'est pareil, quoi. Bon. Et vous voyez que par contre, les élites esclaves, eux, ils sont illégaux, mais par contre, vous n'avez pas d'amende. Voilà, c'est c'est étrange, mais c'est comme ça. Donc voilà. Bon, du coup, on arrive à la fin de ce live. Donc, avant de me faire auto-couper par Pixel Spray, je vais couper moi-même, puisque visiblement, les gens ne semblent pas avoir tant de questions que ça. Euh, du coup, je vous remercie à tous en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura aiguillé si vous êtes déjà joueur de Eve qui s'intéressait à l'industrie, que ça vous aura intéressé même si vous n'êtes pas joueur de Eve et que vous êtes passé par là par hasard, ou que vous étiez enfin, ou que vous avez eu envie de jouer en découvrant Eve par cet intermédiaire. Voilà, donc je vous remercie à tous, je vous souhaite une très très bonne soirée.